Bonjour. Bonjour. Je m'adresse au public de journalistes, d'étudiants aussi en journalisme et à nos invités. Moi, je suis Magali du Centre européen du journalisme. Bienvenue à tous. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Shaima Mehdi, Monia Benmadi. Bonjour. Et Malek Hadraoui. Bonjour. Je me trompe pas. Donc merci beaucoup d'être avec nous, Monia, Shaima et Malek. Voilà, vous faites partie de l'équipe d'Inkifada, qui est un média indépendant tunisien. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment on peut développer un média indépendant grâce aux nouvelles technologies. C'est bien ça? Exactement. Alors, juste pour m'adresser à notre public virtuel, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions à Monia, Shaima et Malek. Moi, je serai en charge de faire remonter les questions. Donc voilà, c'est dans le chat et on mettra à l'honneur vos questions, n'hésitez pas. Mais voilà, maintenant, sans plus attendre, Monia, Shaima et Malek, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Donc Malek Hadraoui, je suis directeur exécutif de Inkifada. Il y aura pour cette présentation avec moi mes deux collègues Monia Benhamadi, directrice éditoriale du média Inkifada, et Shaima Mehdi, la directrice du lab de développement de Inkifada. Donc cette présentation, bon, je sais que le sujet général de cette conférence, c'est l'audience, et à trois, on va essayer de vous expliquer un petit peu comment notre organisation essaye de mettre son audience et les lecteurs du média au cœur de sa stratégie de production de contenu, mais aussi les technologies que la structure développe pour comprendre cette audience, pour mieux la servir et en même temps permettre à la structure d'avoir un business model qui lui permette une certaine indépendance par rapport à des investisseurs ou des bailleurs ou autres. Donc, générer de la valeur à travers la technologie et la mettre au service du contenu. Notre média, comme on vient de le dire, s'appelle Inkifada. Donc, c'est un média fondé en 2014. Dès le départ, par une équipe de journalistes, de développeurs et de graphistes, l'idée dès le départ était de concevoir un média qui réponde aux besoins actuels des organisations médiatiques, à savoir des corps de métiers différents et qui fabriquent l'information et le contenu au jour le jour. Donc, c'est un média à but non lucratif, indépendant, basé à Tunis et qui assume, on va dire, un rôle de servir l'intérêt public et collectif en Tunisie, principalement dans un pays qui vit une transition démocratique et des changements institutionnels et sociétaux très importants depuis la chute du régime de Ben Ali en 2011. Donc, c'est un média c'est un média ce qu'on appelle le slow journalisme. Il essaye de prendre le temps de réfléchir à des contenus importants, profonds. Il essaie d'aller un peu au fond des choses à travers l'investigation, la data visualisation, à travers la compréhension des données et tout ce qui concerne justement d'expliquer des phénomènes de société à travers les données et leur évolution. Et bien sûr, beaucoup de travail sur la contextualisation de l'information et essayer de permettre au lecteur et à l'audience de comprendre le sens de l'actualité et la mettre dans un processus plus lent et plus général. Pour la partie éditoriale, justement, alors je vais laisser la parole à ma collègue Monia qui va un peu expliquer ce process de fabrication de cette information et de ce contenu enrichi en profondeur, au long cours, et bien sûr avec toujours cet axe de servir au mieux l'audience tunisienne. Oui, bonjour, merci Melek. Donc, justement, là, on
on pourrait prendre comme exemple le webdoc qu'on a réalisé d'El Kamour, en fait. Donc, c'est un mouvement social qui s'est passé dans le sud de la Tunisie, un peu loin de la capitale, et c'est-à-dire que les informations qui étaient données par rapport à ça n'étaient pas forcément justes ou pas forcément contextualisées, etc. Et donc, on avait décidé de traiter ce type d'informations de manière un peu plus, non pas exhaustive, mais en tout cas plus globale. Donc, nos collègues, dont Melek d'ailleurs, sont allés sur place et ont réalisé, donc, ont décidé de réaliser non seulement un documentaire sonore, mais aussi, c'est-à-dire le même sujet sous différents formats et sous différents angles pour pouvoir le traiter au mieux. Donc, on est sorti de là avec un documentaire sonore, un photoreportage, une partie contextualisation avec du mapping et pour comprendre à peu près où est-ce qu'on est dans cette expérience-là. Et du coup, on a eu besoin à ce moment-là de se poser avec les autres personnes qui font partie de la rédaction, c'est-à-dire les développeurs, développeuses et graphistes, pour pouvoir penser un objet qui puisse rendre compte au mieux de la situation sur ce sujet-là. Donc, c'est à partir de là que les journalistes, c'est-à-dire la rédaction, c'est-à-dire que à profiter, on va dire, de l'expertise de ces graphistes, de ces designers, de ces développeurs et développeuses pour pouvoir produire un contenu enrichi et avec de la map interactive, avec des sous-titrages pour le podcast, pour le documentaire sonore, avec une expérience immersive dans le photoreportage, etc. Et on verra par la suite, Shaima nous parlera par la suite de comment, à partir de ce type de contenu, on peut développer des outils qui servent aux journalistes et qui permettent de publier de la manière la plus simple possible du contenu enrichi, parmi lesquels le contenu d'Intifada. Je ne sais pas, Melek, si on peut donner peut-être l'exemple de… Oui, alors je viens de partager l'écran de ce webdoc. Donc, c'est un projet qui, comme disait Monia, qui essaye de traiter une problématique et un mouvement social important en Tunisie, mais à travers différents formats et offrir au final une expérience assez immersive où le lecteur peut passer d'un format à un autre, aller plus dans le contexte, comprendre un peu plus l'ambiance générale, écouter ce qu'avaient à dire ces protestants. Vivre au jour le jour avec eux à travers donc cet objet qui va composer plusieurs formats et plusieurs expériences différentes de lecture et d'approche d'une même problématique. Donc ici, vous avez un documentaire sonore de 50 minutes qu'on peut écouter dans son ensemble ou qu'on peut écouter à travers des chapitres. Voilà, et donc on peut naviguer comme ça dans les différents moments de ce setting. Il y a aussi bien sûr des sous-titres pour ceux qui ne comprendraient pas le dialecte tunisien, des sous-titres en français, mais aussi des sous-titres en arabe littéraire pour notre audience arabophone. Et ainsi de suite. Et nous pouvons aussi découvrir le même sitting à travers un documentaire, un reportage photo, pareil, avec des photos en noir et blanc, assez immersives, où on peut petit à petit découvrir la vie quotidienne de cette communauté qui s'est installée en plein milieu de désert. Et la possibilité aussi de comprendre un peu mieux le contexte de ce sitting, le restituer un peu dans le temps, chronologiquement. Donc ici, à travers l'utilisation d'outils comme Google Maps et quelques outils développés en interne, justement, pour pouvoir naviguer dans une vidéo et rajouter un peu ces éléments de contexte. Ma collègue Shaima, tout à l'heure, pourra parler plus en détail sur ce process de fabrication de ces outils ou de ces objets particuliers.
Bien sûr, nous pouvons, comme vous voyez, plus retracer ici toute l'histoire de ce mouvement et ainsi de suite. Bien sûr, on peut aussi avoir des à côté, découvrir d'autres aspects de ce sitting, parler avec certains de ses protagonistes et aller plus en détail. Donc là, c'est typiquement l'exemple de contenu qu'on fabrique dans le but de permettre un peu à l'audience de choisir la manière avec laquelle elle va aborder une question selon le temps qu'elle a disponible, selon l'envie à travers justement la lecture ou la photo ou le son ou d'autres formes. Monia? Oui. Peut-être qu'on pourrait donner d'autres exemples. Je vais revenir sur la présentation. Excusez-moi. Oui, en fait, c'est-à-dire que du côté éditorial d'Intifada, pour essayer de cibler un autre type d'audience, une autre manière de consommer les médias, on utilise justement ce type d'outils dans plusieurs autres articles. Ici, il y a un exemple sur le parcours de Djibril qui a essayé de migrer en Europe et qui a traversé une partie de l'Afrique jusqu'à la Libye, etc. Son parcours peut être suivi en texte. Il y a pareil que pour le documentaire sonore, des extraits audio avec du sous-titrage, c'est-à-dire que on a créé un lecteur qui permet d'intégrer des sous-titres en format SRT dans les articles. Et puis cette map interactive, je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Une map interactive en fait qui suit pendant le texte. Vous pourrez le voir sur Intifada. C'est donc l'article s'appelle Djibril d'année des frontières. Une map qui suit le texte et qui montre le parcours de Djibril, c'est-à-dire que de différents formats, de différentes manières, on arrive à retracer l'histoire de cette personne qui a tenté de migrer en Europe. Et justement, c'est-à-dire que ça nous permet en fait de cibler un autre type d'audience, c'est-à-dire de permettre aux personnes, nos articles sont assez longs évidemment, c'est-à-dire il y a beaucoup de textes, etc., de permettre une expérience différente et donc de permettre de capter un peu plus les lecteurs et les lectrices d'Intifada en donnant beaucoup d'importance évidemment à l'aspect visuel et à l'aspect interactif dans nos articles. Et on verra tout à l'heure justement quel type d'outils on a pu développer par la suite grâce à ces expériences pour pouvoir les multiplier, pour pouvoir les donner accès aussi à d'autres médias qui seraient dans notre Pardon, Monia, je crois que dans le partage de connexion, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Donc, je ne sais pas si on a vu l'expérience comme elle devait se voir, mais bon. En tout cas, vous pouvez y avoir accès sur Intifada pour voir comment ces cartes interactives peuvent permettre de raconter différemment et de capter un peu plus le lecteur. Et donc, on verra comment par rapport à ça, on développe aussi des outils pour cibler et pour connaître un peu mieux l'audience, c'est-à-dire savoir comment elle consomme ce type de contenu, où est-ce qu'elle va dans les articles, est-ce qu'elle écoute les audios, est-ce qu'elle s'arrête plutôt à une image ou à une infographie, etc. Ça, on le verra tout à l'heure avec Shaima, la directrice du lab. Pour un autre exemple, c'est-à-dire que là aujourd'hui, Intifada lance sa plateforme de podcast. On a déjà commencé, donc vous avez vu avec sous-titres, avec le sous-titrage, etc., sur Intifada à produire des podcasts sous-titrés. Là, c'est une plateforme qui sera entièrement dédiée aux podcasts, avec des sous-titrages donc dans les 3 langues, dans un premier temps, peut-être plus tard dans plus, qui sont intégrés au lecteur. Là, il y a peut-être que le Kouchaïm peuvent nous parler des spécificités techniques de cette plateforme, c'est-à-dire que souvent, soit ça coûte cher, soit les besoins en termes de plateformes de podcast ne sont pas forcément connus par les développeurs et par
par les boîtes de développement pour garder un lecteur sticky sur l'écran, pour pouvoir avoir ses sous-titrages, pour pouvoir avoir des playlists et suivre la consommation grâce au login, etc. Je ne sais pas si Mel et Kouchaïma veulent en discuter. Shaima, peut-être. Alors, bonjour. Alors, je commence par… je vais essayer d'expliquer rapidement le processus de développement de la nouvelle plateforme Enki Podcast. Après, je pense que dans les diapos, je vais revenir sur la présentation du lab et les travaux que fait le lab en collaboration avec la rédaction et pour la rédaction. Donc, pour Enki Podcast, on est actuellement en phase de livraison, on va dire. Le process de fabrication de cette nouvelle plateforme commence tout d'abord par, bien sûr, récolter le besoin de la rédaction. On va faire des réunions de spécification de comment ils imaginent la navigation dans la plateforme. Après, bien sûr, on développe les maquettes qui vont être validées avec la rédaction, avec les futurs administrateurs de la plateforme. La plateforme est une application qui permet de rester sur la même page. Tu peux naviguer d'un podcast à un autre sans que le lecteur soit rechargé quand tu cliques sur un lien. Il permet aussi de gérer une playlist. Tu peux rajouter dans ta playlist, de ta playlist. Tu peux ajouter toute une série ou ajouter un épisode. Tu peux changer la priorité des podcasts dans la playlist. Tu peux voir les sous-titres en plusieurs langues. Tu peux être dans la version arabophone du site et tu peux consulter les sous-titres en français ou en anglais. Il y a aussi un espace abonné il y aura aussi un espace abonné pour les visiteurs qui permet de garder la playlist d'une navigation d'une visite à une autre. Tu peux aujourd'hui rajouter des podcasts dans la playlist, revenir demain, continuer la lecture. Tu auras la liste des podcasts qui ont été lus. Et la liste des podcasts qui ont été ajoutés dans la playlist mais qui n'ont pas été encore lus. Il y aura aussi un système de newsletter qui va, en fonction de ce que vous avez déjà lu sur la plateforme, il va te proposer des podcasts qui sont dans la même thématique ou qui sont dans la même un nouvel épisode de la même série que tu as déjà écouté sur la plateforme. Donc, cette plateforme verra le jour, j'espère, d'ici le 15 octobre. Et vous pouvez y accéder via inkifada.com. Alors, je continue? Oui. On est passé à… Je ne vois pas les slides, là. On a fait le partage de… Là, ce n'est pas encore partagé, si? Ah, ici. Voilà. Je peux continuer peut-être, Shaima, sur Fins and Files par rapport aux besoins. Et après, toi, tu parles de l'outil qu'on veut créer par rapport à ce point-là. Donc, pour les Fins and Files, comme pour d'ailleurs les Panama Papers, SwissLeaks, etc., Paradise Papers, avec donc Inkifada est membre d'ICIJ et donc a participé aux différentes enquêtes mondiales, et la dernière en date ce sont les Fins and Files. Pour les Fins and Files comme pour les Paradise Papers, un outil est en cours de développement avec ICIJ, donc qui s'appelle DataShare. Et en fait, Shaima vous expliquera un peu le principe du besoin, mais le besoin de la rédaction par rapport à ça, ou des différentes rédactions d'ICIJ pour mener ces enquêtes à bien, c'était de pouvoir gagner du temps dans l'organisation, dans le classement, dans la recherche, au sein de milliers, voire parfois de millions de documents disponibles. C'est-à-dire que la principale difficulté ici dans les enquêtes d'ICIJ, c'était de pouvoir
justement, comment on fait en tant qu'êtres humains, en tant que journalistes, pour pouvoir naviguer, trouver les informations dont on a besoin de la manière la plus efficace possible à l'intérieur de millions et de millions de documents qui peuvent être des documents PDF, qui peuvent être des images, qui peuvent être des audios aussi, qui peuvent être des mails, etc. C'est-à-dire que dans différents formats, la difficulté, donc le besoin qui a été exprimé, c'était de pouvoir justement gérer, organiser, chercher à l'intérieur de ces documents pour pouvoir le faire sans avoir besoin d'une équipe de centaines et de centaines de chercheurs qui seraient là en train de retaper ces documents ou en train de les réorganiser. Donc peut-être que Shaima, tu peux nous parler de ça par rapport aux défis techniques. D'accord. Alors, un des projets sur lequel le département recherche et développement d'Inkifada travaille, c'est un outil d'aide à la décision qui pourra faciliter le travail d'analyse et de classification de documents sur lesquels la rédaction aura besoin de travailler. Ce travail on l'a fait au début avec les autres investigations avec ICSG, mais on l'a fait d'une façon humaine, que ce soit dans les Panama Papers ou avec la dernière enquête. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un outil qui va essayer d'assister les journalistes à le faire d'une façon automatique. Il va permettre aux journalistes de chercher, écrire un mot qu'ils veulent rechercher, et ils vont directement avoir les documents classés par type, par date, par entité, que ce soit une personne, une institution, un lieu. Ils pourront par la suite les télécharger, les filtrer, etc. Donc ça va être parmi un des modules et des composants qui vont être développés dans l'outil d'aide à la décision. On verra par la suite dans la présentation les différents composants sur lesquels le département développement travaille aujourd'hui. Alors, ce titre, si je peux rebondir sur... Pardon? Ça coupe un peu. Allô? Oui. Alors, c'est bon? Vous m'entendez? Nathalie, ton micro est coupé. Il n'est pas coupé. Oui, le mien. Non, je pense qu'il y a des interférences chez vous, Malek, mais c'était au tout début. Voilà. Je suis loin de tout le monde, donc je ne sais pas ça vient d'où. Non, là, c'est parfait. D'accord. Alors, je vais repartager quand même l'écran. 2 secondes, pardon. Et voilà, revenons à l'audience. Donc, l'idée, en fait, par rapport, par exemple, à cet outil en particulier, mais les outils qu'on essaie de développer qui sont basés un peu sur du machine learning, un exemple vraiment très parlant de cette utilisation, c'est pendant les Implant Files, qui était une autre grande enquête internationale menée par ICLG sur les dispositifs médicaux et leur dangerosité à travers le monde. Cet outil a permis de passer à travers des centaines de milliers de signalements de produits défectueux par les fabricants et par les organisations les organismes de contrôle, des rapports qui sont complètement pas accessibles réellement au public. Et l'idée, c'était vraiment d'automatiser ce travail et de pouvoir traiter cette donnée-là d'une manière automatique qui permet aux journalistes d'avoir un peu les enseignements statistiques par rapport à ces documents-là, au lieu de passer un à un ces documents. Et une des trouvailles assez intéressantes, d'ailleurs, ça a permis un article assez intéressant sur ICLG, c'est qu'on a découvert que les femmes, en général, ont plus tendance à souffrir ou à mourir même
des problèmes liés à des dispositifs médicaux défaillants, principalement à cause des implants mammaires ou d'autres types d'implants destinés aux femmes. Et ça a été possible à travers le travail de recherche sur une machine qui pourrait justement détecter la proportion de femmes dans ces rapports-là et les causes de leur décès. L'idée générale, c'est vraiment comprendre un métier du journalisme par des développeurs, par des ingénieurs, et pouvoir donner des outils qui sont, dans un premier temps, bien sûr, une aide à la décision pour la rédaction, mais aussi ont une valeur pour le lecteur, puisque finalement, sur ce type de leak avec des millions de documents, on arrive quand même à extraire des informations utiles et perceptibles pour l'audience. Monia, si tu veux commenter sur ça, ou peut-être je vais revenir sur la présentation. Voilà. Monia? Donc, par rapport au... Oui, est-ce qu'on m'entend? Juste, je dois charger mon ordinateur. Donc, par rapport aux différents types de contenus pour, comme tu disais, Melk, essayer de voir une autre audience et juste un peu de vol. Donc, par rapport à développer cette audience et donner d'autres types de contenus, on développe beaucoup des contenus de data visualisation, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, sur la crise de Covid-19. Sur la crise de Covid-19, on a développé pas mal d'articles qui justement font visualiser la crise pour pouvoir avoir une idée et une vue d'ensemble de quelles sont les problématiques et les sujets sur lesquels on peut travailler par rapport à cette crise mondiale de l'épidémie de Covid-19. Donc, par rapport à ça, bien sûr, une des problématiques, comme on disait tout à l'heure, par rapport au Fit and File, c'est de collecter et d'organiser et d'analyser quel type de contenu on veut faire visualiser. Mais après, ce sont, encore une fois, les développeurs et les graphistes qui nous permettent de faire visualiser ce type de données, ce type de contenu éditorial d'une manière à ce que ça puisse être déclinable, que différents types d'audiences puissent y avoir accès et de faciliter en fait l'accès à l'information de données qui peuvent être très difficilement digestes et très difficilement parfois consolidables et résumables à l'écrit ou dans des contenus plus traditionnels. Donc, je ne sais pas, Mel, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à la DataVis. Globalement, bien sûr, c'est un format qu'on développe beaucoup à Inkifada et pour ce format-là, la plupart du temps, les rédactions sont confrontées à un problème, bien sûr, au-delà de celui de maîtriser le traitement de données, l'accès aux données et l'accès à l'information en général, qui est assez problématique, mais l'autre question était toujours celle de l'outil qu'on va utiliser. Alors, pour les rédactions qui n'ont pas de moyens techniques in-house, vont externaliser ce service, ou bien vont utiliser des produits gratuits disponibles en ligne. Ces services-là peuvent disparaître, peuvent devenir payants, et des fois, pour une rédaction, ne peut pas garantir la possession et l'intégrité de ces données quand elles sont utilisées sur ce type de plateforme. Donc, pour une rédaction qui mise un peu sur ce type de contenu, l'idée de créer les outils nécessaires pour ça est presque indispensable. Et en même temps, voir que cette problématique est assez récurrente dans des rédactions,
créer peut-être un outil qui est plus adapté aux rédactions qui sont comme la nôtre, qui essayent de développer ce type de contenu et du coup en générer du revenu aussi pour soutenir le business model. Donc en fait, c'est une chaîne de valeur. Là, c'est un exemple parmi d'autres, mais l'idée, c'était vraiment de vous expliquer comment d'un besoin d'une rédaction qui s'avère être un besoin commun avec plein d'autres rédactions, on peut produire un outil qui est au service du contenu, du coup au service de l'audience, mais en même temps au service du business model lui-même et de créer comme ça un cercle virtueux entre servir une rédaction à travers cette connaissance du métier, servir d'autres rédactions et générer du revenu avec ça. Et puis, peut-être que juste ajouter une chose par rapport à notre spécificité ici dans notre région, c'est-à-dire que on peut parfois avoir accès à des outils et encore qui ne sont pas forcément totalement bien développés, mais par rapport à cette spécificité régionale de l'utilisation de l'arabe et du dialecte, on y arrivera par la suite, c'est-à-dire que ce soit pour le data share ou on verra pour d'autres types de besoins et de contenus éditoriaux, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont développées dans notre région par rapport à l'utilisation de l'arabe et des dialectes différents. Je pense qu'on pourra en parler par rapport aux outils techniques qui pourront être développés et qui est une problématique assez importante et qui peut concerner beaucoup d'autres médias et beaucoup d'autres organisations dans la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Justement, tous ces défis technologiques, mais aussi les défis de production de contenu, nous avons essayé d'y répondre à travers ce lab qu'on a créé au début, qui était une petite unité au sein d'Inkifada, mais qui est aujourd'hui une structure qui sert d'autres rédactions que celle d'Inkifada. Ça s'appelle donc Wikilab, et je laisserai Shaima du coup expliquer un peu le but et surtout l'apport en termes de modèle économique et en termes technologiques de ce département à la structure dans son ensemble. Merci Melek. Alors, Inkilab est le département de recherche et développement de la structure mère Al-Khat. Il est au service de la rédaction pour créer des nouveaux outils au service du journalisme. Au tout début, comme disait Melek au début, la Inkifada a été fondée par un groupe de journalistes, développeurs et designers. Moi, je faisais partie des développeurs. Au début, on essayait de répondre aux besoins de la rédaction, comment ces différents corps de métier fonctionnent ensemble. Alors, dès le premier jour, les journalistes, les développeurs et les designers assistent tous ensemble dans les confs de rédac. On essaie de participer dans ces réunions-là pour essayer de réfléchir ensemble à comment on va visualiser les articles qui vont être publiés. Alors, le journaliste, il va bien sûr pitcher son article, expliquer l'angle et il va exposer les différentes informations, que ce soit en termes de données ou en termes d'images ou comment on essaie ensemble de réfléchir sur comment on va développer ce nouvel article. Après une centaine d'essais de développement d'articles spécifiques, on a identifié qu'il y a un besoin récurrent, il y a des composants qu'on est en train à chaque fois de soit changer le style, soit changer un peu dans le fonctionnel. Bien sûr, on a essayé de faire une abstraction sur ces différents exemples et créer un outil qui va permettre aux journalistes d'être indépendants du développeur, mais aussi qui va lui permettre de mixer ces différents composants déjà utilisés dans d'autres articles et créer de nouvelles expériences uniques. Et d'où l'idée de la nouvelle du nouvel outil de publication que la rédaction, d'ailleurs, Inkifada utilise, et d'autres rédactions, à savoir Safir al-Arabi et
et Syria Untold. InCube, c'est un outil, comme je disais, de publication de contenu riche qui permet aux journalistes d'être indépendants, mais en même temps d'innover en termes de contenus. Il peut rajouter des galeries photos avec différents types de navigation, expériences de navigation. Il pourra rajouter des infographies interactives, comme l'exemple que Monia a montré sur le dashboard développé dans le cadre du Covid-19. C'est une collaboration récente entre la rédaction et le département recherche et développement. Cet exemple a mobilisé différents métiers, y compris bien sûr le journaliste, le designer, le développeur et même les data science qui nous ont aidés à se projeter, étant donné les données actuelles de l'épidémie en Tunisie, comment ça va se développer si bien sûr quand l'État ne met pas en place des mesures, comment ça va se développer dans 2 mois ou dans une année. Alors, donc ça, c'était pour InCube. InCube prévoit aussi d'autres composants, y compris, bien sûr, la visualisation des données. InCube offre aujourd'hui un outil basique de visualisation de données basé sur HighChart, qui permet de rajouter des line charts, des bar charts, des maps interactives. L'objectif, c'est que cet outil permettra plus tard d'intégrer des outils de visualisation plus poussés. L'outil aussi prévoit d'intégrer un outil d'aide à la décision qui permettra d'aider le journaliste à retrouver qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été publié, que ce soit dans les médias ou dans les sites gouvernementaux ou dans le site du Parlement sur un sujet particulier. Il permettra aussi à la rédaction de gérer le processus de travail. Dès que le journaliste pitch son article, il va créer un nouvel post en draft, il va l'envoyer à son éditeur, sa rédactrice en chef. Ça va lui permettre bien sûr de commenter, de demander plus d'informations, d'envoyer cette première version à tel éditeur, à tel illustrateur, assigner cet article à un designer qui va préparer les infographies, à tel développeur qui va créer tel composant interactif, etc. On peut passer au diapo suivant. Alors ça, c'est InkyChart. InkyChart, c'est le composant outil de data visualisation de InCube. On peut passer au diapo suivant. Alors, puisqu'on parle d'audience, aujourd'hui, la rédaction, 80% des rédactions existantes utilisent Google Analytics pour analyser le volume d'audience qu'ils ont sur leur site. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord que ce que offre Google Analytics n'est pas adapté au métier de journalisme, c'est-à-dire que tu as une idée générale sur la quantité de personnes qui ont cliqué sur ce lien, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou ou sont venus à travers Google ou directement sur le site, mais on n'arrive pas, en exploitant bien sûr Google Analytics, on n'arrive pas à bien analyser comment les gens ont interagi avec le site. Par exemple, aujourd'hui, on est en train comme je disais tout à l'heure, de développer la nouvelle plateforme Inky Podcast. On aimerait bien évaluer en termes de user experience comment les gens, les 3 premières années, comment ils vont interagir avec la plateforme. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver les sous-titres, activer les sous-titres, ajouter dans la playlist? Est-ce que c'est bien conçu en termes de user experience ou pas? Cet outil nous permettra aussi de savoir comment les gens consomment notre contenu, c'est-à-dire une fois qu'ils sont sur le site, OK, Google Analytics te disent qu'ils sont là, mais
Est-ce qu'ils ont juste regardé le premier écran, ils sont partis? Est-ce qu'ils ont pu arriver jusqu'à la fin de l'article? Est-ce qu'ils l'ont partagé? Est-ce qu'ils ils ont interagi avec tel composant interactif? Comme on disait tout à l'heure, on utilise beaucoup de SVG interactifs, mais on ne sait pas si les gens comprennent comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils l'ont bien utilisé? Est-ce qu'ils ont décroché au niveau des composants interactifs? Ça, le département recherche et développement travaille sur cette nouvelle outil qui permettra à la rédaction de mieux comprendre son audience et donc mieux la servir. Je ne sais pas, Monia, si tu veux rajouter un… Oui, parce que en fait, ce qui est justement intéressant par rapport à ça, pour les différents médias et les différentes rédactions, c'est que les journalistes n'ont pas forcément connaissance de la manière dont leurs lecteurs et leurs lectrices consomment leur contenu. C'est-à-dire que parfois, on verra tout à l'heure par rapport au système de recommandation, mais par rapport aux habitudes de consommation, par rapport à où est-ce qu'on place telle ou telle infographie, telle ou telle visualisation, telle ou telle… C'est-à-dire que la rédaction est justement en demande de ce type d'outils pour pouvoir adapter, ou en tout cas qu'il y ait un accompagnement éditorial technique par rapport à la création de contenu. C'est-à-dire que ce besoin-là, il est réel non seulement pour Inkifada, mais en plus, on le voit pour beaucoup d'autres médias ou même organisations qui n'ont pas forcément connaissance de ce qui intéresse réellement, parce que cliquer, ce qu'on sait aujourd'hui à peu près, c'est combien de personnes ont cliqué pour entrer dans une page article, par exemple. Mais on ne sait pas si jamais telle ou telle information pourrait être highlightée ou alors être partagée toute seule parce qu'elle intéresse plus ou qu'elle permet de capter plus le lecteur en termes de temps de lecture ou en termes d'intérêt ou en termes de partage, etc. C'est-à-dire que ça part justement l'intérêt de Inkilab, d'un lab qui connaissent les besoins de rédaction, c'est de pouvoir comprendre ces besoins-là et qui peuvent à terme accompagner les journalistes pour modifier un peu eux-mêmes et elles-mêmes leurs habitudes de création de contenu et connaître beaucoup plus les intérêts de leurs consommateurs, de leurs lecteurs et lectrices, sans pour autant changer la qualité de leur contenu. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Ton micro. Toujours pas. Justement, c'est ça un peu l'intérêt de cette je vais parler un petit peu ici de l'intérêt d'avoir pensé à ce business model un petit peu qui on a vu ensemble ici l'intérêt mutuel, on va dire, pour la rédaction de pouvoir parler directement avec des développeurs et des designers et des gens qui travaillent sur le user experience pour améliorer, enrichir et rendre le contenu beaucoup plus attractif et intéressant pour les lecteurs. Et pour un lab de développement, avoir justement une rédaction qui peut exprimer des besoins très précis, un lab qui peut collecter des données empiriques sur comment on produit du contenu, fait que ce lab se positionne comme une sorte de spécialiste du métier, chose qui est très rare, le disait Shaima au début de la présentation, quand un média va voir une autre boîte de développement, en général, il y a un problème de compréhension du métier. On le voit énormément dans le retour d'expérience de nos amis sur l'incompréhension, par exemple, par rapport à l'importance du contenu. On peut pas produire un site avec quelque chose qui coupe automatiquement des titres, par exemple, en plein milieu du titre, dans un site d'information. C'est pas acceptable qu'on puisse offrir ce genre de choses, mais aussi sur le workflow, comment travaille un journaliste, comment il conçoit ses articles et quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour lui. Donc, capitaliser un peu sur ce savoir-faire et en faire aujourd'hui
un pilier du business model de notre structure, c'est de pouvoir justement vendre ces solutions-là à d'autres rédactions avec un savoir justement empirique sur les habitudes et les consommations. Et plus on élargit le nombre d'organisations qui s'intéressent à ce type d'outils, au même temps, on s'intéresse aussi à leurs besoins spécifiques et ce qui rendra les outils de plus en plus spécifiques et adaptables, en tous les cas, à différents types de contextes. On le voit, par exemple, c'est ce qui détermine un petit peu les champs de recherche de notre lab aujourd'hui. Donc, les systèmes de recommandation, vous savez, ils sont très développés aujourd'hui sur les plateformes VOD. Ils sont très, bien sûr, sont assez polémiques sur les réseaux sociaux et sur les autres plateformes de partage de vidéos. Mais les systèmes de recommandation peuvent être très puissants et très intéressants et importants, en tous les cas, pour une rédaction, et qui permet de capturer l'attention et de garder les lecteurs pour un média en ligne aujourd'hui, le bounce rate ou le taux de rétention, si on le lit dans l'autre sens, c'est très important. Donc, on essaie un peu de travailler sur les possibilités de recommandation percutantes. Les choix éditoriaux aussi, qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce que les gens cherchent en ce moment sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, qu'est-ce qu'ils veulent comprendre, et essayer d'y répondre d'une manière éditoriale. Alors, tout ce qui peut aussi simplifier le travail du journaliste, text to speech, donc du texte vers la voix, ou le contraire, de la voix vers le texte. Nous savons que les habitudes aujourd'hui des lecteurs et des consommateurs sur Internet en général, en fait, passent de plus en plus par la voix. Google commence à intégrer la recherche par la voix et qui sera demain certainement un standard de la manière avec laquelle les gens sollicitent ou cherchent du contenu, et donc se préparer aussi à ces échéances-là. Monia a parlé de DataShare comme des outils de faire des recherches sur des quantités importantes de données, et bien sûr l'outil de gestion de workflow qui est très important. Beaucoup dans les rédactions, la question de la traçabilité, on va dire, d'une copie du moment de la recherche au moment de la publication peut des fois aussi poser problème, et créer des outils qui peuvent créer des workflows très structurés où chacun intervient à un certain moment, où les gens peuvent travailler de manière collaborative, aussi sont des besoins qu'on a collectés un peu, que le lab a collecté en travaillant en étroite collaboration avec des rédactions, principalement celle de Kifada et d'autres. Aujourd'hui, un peu cette approche de valoriser la technologie et la compréhension du métier et d'en faire une source de revenus permet, à travers d'autres activités, de générer plus de 60% des besoins de notre structure et d'assurer du coup une certaine indépendance assez intéressante par rapport à d'autres modèles comme celui de la publicité ou du brand content ou autre type de stratégie de revenus. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer cette chaîne de valeur, encore une fois, et au service du journalisme principalement et des rédactions, mais aussi au service d'un business model qui assure une indépendance et qui nous permet de continuer à produire ce type de contenu. Mais peut-être, je sais, enfin, j'ai l'impression qu'on a énormément parlé. Peut-être que dans l'audience, il y a des gens qui voudraient, il y a des personnes qui voudraient interagir, ou s'il y a des questions, ou si vous avez d'autres choses à dire, Monia et Shaima. Je ne sais pas, Magali, si jamais il y a des questions. Oui, alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. Moi, j'en ai une personnellement. Je voulais savoir, en fait, si lors de l'épidémie de Covid, vous avez vu un changement dans les usages de votre audience, notamment peut-être plus un recours plus au podcast ou au niveau, Shaima, vous parliez des composants interactifs, justement. Est-ce que vous avez pu analyser un changement dans les usages de votre public? Monia? Alors, c'est-à-dire que par rapport à la consommation de l'audio, que ce soit pour Inkifada, mais en Tunisie,
le podcast n'est pas encore tout à fait développé, mais effectivement, c'est-à-dire que le recours à l'audio commencer justement, on voyait d'ailleurs d'autres productions pendant Covid qui se faisaient par rapport à d'autres créateurs de contenu indépendants, etc., qui commençaient à choisir ce format-là, non seulement parce qu'il est plus simple, mais en temps de Covid, c'était malgré les défis techniques et de connexion pour pouvoir enregistrer de la meilleure manière, etc., effectivement, il peut y avoir un changement de consommation. Après, pour nous, pour Inkifada, évidemment, pendant Covid, ce qui intéressait le plus les gens, en tout cas ce qui a fait exploser en quelque sorte notre audience à ce moment-là, ce sont ce qu'on a montré tout à l'heure en termes de data visualisation et en termes d'organisation et d'analyse des chiffres liés au Covid et ce dont Shai m'a parlé tout à l'heure, on a eu, comme on a la chance d'avoir des data scientists, etc., qui pouvaient aussi nous aider à calculer des prédictions, donner à voir ce qui pourrait se produire en termes éditorial, mais grâce à des outils technologiques et puis à une connaissance et des algorithmes, etc. Donc ça, pendant Covid, c'est cette recherche-là d'un endroit où on pourrait avoir accès à beaucoup d'informations, mais de manière simplifiée, designée, visuelle, qui peut être comprise facilement. C'est ce qui a fait, on va dire, exploser l'audience à ce moment-là pendant la première vague du moins de Covid. Ensuite, évidemment, nous on mise aussi sur le podcast et sur le podcast sous-titré entre autres parce que l'audience est en train d'augmenter. Et ce que disait Shaima par rapport aux habitudes de consommation, c'est-à-dire que là on est un peu, on pouvait être frustré par rapport au fait de ne pas connaître, par exemple, de ne pas savoir jusqu'où vont les consommateurs si jamais ce ne sont pas sur les plateformes de podcasts classiques, c'est-à-dire sur notre propre site, jusqu'où vont les lecteurs, qu'est-ce qu'ils préfèrent écouter, est-ce qu'ils téléchargent les podcasts pour les écouter par la suite, etc. C'est-à-dire que ce sont des outils qui peuvent être déjà existants pour un certain nombre sur d'autres plateformes, mais qui sont encore développés par rapport à notre propre média, à notre propre site, et c'est là où on peut voir les habitudes de consommation des personnes. Je ne sais pas si Melek veut ajouter quelque chose par rapport à ça, ou Shaima? Ouais, je pourrais rajouter en fait justement par rapport pendant le Covid, et c'est pas seulement pendant la Covid, pas seulement pour la Tunisie, mais un peu partout dans le monde, on a vu un regain d'intérêt et une augmentation de l'audience pour les médias en ligne principalement, et un intérêt certain pour les données et l'analyse de ces données-là liées au Covid. Alors l'idée c'était de ne pas rester aussi prisonnier de ce type de contenu, et on a essayé aussi de jouer notre rôle de contre-pouvoir, en tous les cas d'un média qui suit les politiques publiques, et on a essayé d'offrir justement pour ces gens qui viendraient peut-être pour les données purement statistiques aussi tout un ensemble d'articles et d'analyses et d'enquêtes et de reportages sur tout le dispositif, aller plus vers le social, aller plus vers les impacts réels, et donc introduire un peu de l'humain dans cette approche statistique qui a été très pertinente pour beaucoup de gens, mais à travers elle aussi on a pu offrir des histoires, voir un peu comment les médecins travaillent, voir aussi comment les gens s'organisent, et même explorer un peu la psychologie du citoyen aujourd'hui dans le doute et ainsi de suite. Donc encore une fois, c'est la variété éditoriale, on va dire, a été au cœur de notre stratégie pour capitaliser sur ce gain d'audience qui est général pour tous les médias en ligne, et qui a montré l'importance, en tous les cas, de créer du contenu crédible aujourd'hui, que les auditeurs peuvent justement
consommer, soit les méandres des réseaux sociaux qui ont été assez anxiogènes, porteurs de beaucoup de choses, des informations même, je dirais. Donc, revenir un peu aux sources et essayer d'offrir vraiment au lecteur une image le plus juste possible, le plus complète possible d'une situation donnée dans un pays qui est la Tunisie. Merci beaucoup pour votre intervention. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. Il nous reste encore un peu de temps. Merci beaucoup, c'était très intéressant en tout cas. Merci. Merci. Shaima, tu veux rajouter quelque chose? Voilà, non, ça va. Pour conclure, par rapport à tout ça, je pense que l'idée principale, c'est de dire que, en ayant la chance d'avoir une rédaction composée de développeurs, développeuses, de graphistes, designers, illustrateurs, illustratrices. D'ailleurs, la fresque qui est derrière moi, c'est une illustration d'une photo qu'on a prise pour un reportage. C'est-à-dire qu'on utilise tout un tas de domaines de compétences, d'expertise, de visualisation, etc., qui nous permet de connaître en fait les besoins des rédactions et des médias par rapport et ce qu'on peut faire en termes d'outils technologiques et en termes peut-être d'intelligence artificielle, de faciliter en fait la vie et la création de contenu riche par des journalistes et qui peuvent faire cette création de contenu sans forcément avoir besoin de très gros moyens pour le faire. C'est-à-dire l'idée d'Incube, l'idée de InDepth, l'idée de tous ces outils-là, de Inkychart, etc., c'est de pouvoir décliner le contenu éditorial de différentes manières, le faire visualiser de la meilleure manière possible, pouvoir organiser la recherche des journalistes, pouvoir organiser le workflow des journalistes, pouvoir intégrer du contenu sans avoir besoin de toute une équipe de développeurs et de développeuses à disposition tous les jours. Donc, tous ces outils et toute cette pour connaître l'audience, pour suivre les choix éditoriaux, etc., tout ça est lié à des besoins réels et des demandes réelles en fait des journalistes et des rédactions en général par rapport à des outils technologiques qui ne sont pas encore forcément bien développés spécifiquement pour les médias ou alors qui ne sont pas forcément accessibles pour les médias en question. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier, c'était très intéressant. On peut conclure. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je pense que pour notre public, c'était très intéressant. Et surtout, n'hésitez pas, je m'adresse maintenant à notre public virtuel, n'hésitez pas à consulter aussi le site d'Inkifada pour voir plus en détail les outils formats que dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci beaucoup Monia, Shaima et Malek. À bientôt. À bientôt. Merci pour l'invitation. Merci tout le monde. Merci beaucoup et n'hésitez pas donc là maintenant je m'adresse à notre public, n'hésitez pas, demain nous avons aussi rendez-vous, nous avons un atelier avec Paul Ackerman de ID.news et ce sera demain à normalement ce sera 15h, de 15h à 16h en live bien sûr. Merci beaucoup, à bientôt et bonne journée. Au revoir.